Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis des corps du changement, nous nous retrouvons une fois de plus pour votre émission. Avec ce nouveau numéro, nous avons comme invité Pascal Owonje. Il est journaliste professionnel, il est responsable du magazine d'information Pro Info. Il est également spécialiste des questions politiques. Bon dimanche et bienvenue sur ce plateau des corps du changement. Pascal Owonje. Merci pour l'invitation, Jean Romance. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, c'est la 4e fois que je passe sur votre plateau. Merci pour votre invitation. Je pense, une fois de plus aujourd'hui, on sera à mesure ensemble alors d'analyser quelques questions que vous avez alignées pour éclairer la lanterne du grand public congolais. Voilà, pour aujourd'hui, en tout cas parmi les sujets d'actualité, nous avons le processus électoral. Et aujourd'hui, on a convoqué l'électorat pour la députation nationale. Et dès le lundi, les bureaux de réception et de traitement des candidatures, en tout cas de la CENI, seront ouverts pour récolter les candidats, les dossiers des candidats. Donc le train électoral, en tout cas, est en marche. C'est au sujet de cela que nous allons, en tout cas, échanger avec Pascal Owonje. Pascal, ces élections qui pointent à l'horizon, la date prévue, c'est le 20 décembre. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de BRTC qui commence déjà le lundi, demain. Je ne sais pas quelle est votre analyse par rapport à l'évolution de ces processus électoraux, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup d'élevés de boucliers de la part, par exemple, de la CENCO, de la part des laïcs catholiques et protestants qui estiment que les conditions ne sont pas en tout cas réunies pour qu'on ait des bonnes élections, des élections qui soient différentes de ce qu'on a déjà vécu dans ces pays en 2006, 2011 et 2018. Il y a 2 préalables à retenir. Le premier, c'est que, à ce stade, nous sommes dans une période irréversible quant à l'organisation des élections. Donc, mettons tous en tête que la Constitution sera respectée, les élections seront organisées à la date convenue, et chaque camp politique, à ce stade, il est question de pouvoir correctement affûter les armes. Deuxième impératif, c'est que mettons en tête qu'à chaque organisation des élections, il ne manque jamais de problèmes, il ne manque jamais de contestations. Pourquoi? Parce que nous sommes une société humaine. Nous sommes dans l'apprentissage également de la démocratie, nous sommes dans l'apprentissage de l'organisation des élections. Bientôt, nous aurons le 4e cycle électoral. Dans ce 4e cycle électoral, moi, Pascal, je ne peux pas penser que nous serons à mesure d'organiser des élections parfaitement bien. Je n'imagine pas comme ça. Mais le souhait de chaque Congolais, c'est, au regard de ce que nous avions connu en 2006, 2011, 2018, comment perfectionner les choses pour qu'on ait un résultat qui sera accepté ne fût-ce que par la majorité des Congolais. Ces 2 impératifs-là, à ce stade, sont comme tels. Le deuxième, parce que je parlais des contestations, il est normal à ce stade que les uns et les autres prennent des postures, que ce soit l'Église catholique comme vous aviez cité, que ce soit les politiques, et c'est normal parce que personne ne veut échouer. Voilà pourquoi, tout en espérant gagner demain, chacun voudrait maintenant se rassurer. Quant à l'organisation, anticipativement malheureusement, et c'est cela le jeu politique et ses propres politiques, est-ce que, en tout cas de la manière dont les choses se font, moi je serai élu? Cette crainte-là, cette peur, cette incertitude pousse les uns et les autres à prendre de postures. Mais il y a une conséquence. C'est là où je vais vous évoquer maintenant le phénomène du leadership politique. Oui, avant que nous puissions en arriver là, Pascal Owonje, vous avez dit l'idéal est que nous puissions avoir des élections qui soient meilleures que celles que nous avons déjà connues. Est-ce que contrairement à ce que dit l'Église catholique et les laïcs catholiques et protestants et même l'opposition, est-ce que vous êtes convaincus? Vous avez des éléments qui indiquent vraiment que nous allons vers des élections qui seront meilleures que celles que nous avons déjà connues? Si oui, quels sont les éléments en tout cas qui vous poussent à affirmer cela? Il n'y a qu'une seule instance, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y a pas deux. Si de l'autre côté, c'est la sécurisation alors par le gouvernement
en termes de paramètres dans la tenue des organisations. Là, c'est le gouvernement. Mais sur le plan technique, la seule instance, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que la CENI nous dit? La CENI nous dit tout est bien fait. Le problème, à ce jour, le même débat d'hier refait surface aujourd'hui, c'est de l'audit du fichier électoral. Est-ce qu'on peut se certifier effectivement que le fichier qui est là garantit l'organisation, la tenue correcte des élections? C'est à la CENI de nous dire, et elle nous dit que le fichier n'est pas conflictuel, le fichier va mettre tout le monde d'accord, et c'est comme ça que vous aviez entendu la CENCO à travers son secrétaire général parler de la contre-expertise. Même alors, la CENI nous a parlé d'une contre-expertise. S'il faut aller de contre-expertise à contre-expertise à ce stade, mais on risque demain de ne pas voir les élections être organisées à la date constitutionnelle. Et voilà pourquoi à ce stade, au-delà des postures politiques, nous devons savoir faire des concessions et nous devons plutôt être très réalistes. Si la CENI nous garantit que les élections seront organisées, mais ce n'est pas à ce stade que nous devons déjà douter de la CENI. Ces garanties-là, la CENI, chaque cycle électoral, la CENI estime toujours que, bon, en tout cas, les processus se déroulent bien, que vous aurez droit à des élections meilleures, tout ça, mais au finish, on se retrouve Est-ce toujours avec qu'il y a moyen, Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir cet état des choses se répéter? Mais justement, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de certifier l'organisation des élections sans que la CENI elle-même nous rassure? Quelle est cette instance aujourd'hui que les Congolais peuvent faire confiance pour que les élections s'organisent et sans que la CENI ne donne son point de vue ou ne certifie pas, n'est-ce pas, son travail, que le travail sera bien fait quant à l'organisation des élections? Je ne pense pas. Donc, nous devons aujourd'hui, et nous sommes obligés de faire confiance à la CENI, quelles que soient les conditions, pour qu'on aille aux élections. Parce que la posture que les uns et les autres prennent aujourd'hui risque de tout retarder. Si on prenait par exemple en compte ce que réclame le président Martin Fayulu, c'est qu'il n'y aura pas élection à la fin du mois. Si on doit prendre en compte, j'ai suivi une déclaration, bon, je ne sais pas si c'est structuré normalement parce que le PPR d'aujourd'hui semble être un parti mort, mais il y a certains membres qui ont fait une déclaration. S'il faut prendre en compte cette déclaration-là, c'est qu'il n'y aura pas élection en 2023. On doit tout refaire. Jean Romance, à ce stade, vous trouvez sérieux qu'on recompose le bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Qu'on commence par le choix des animateurs? Jusqu'à quand alors on aura les élections? Lorsqu'on n'aura pas les élections à la fin de l'année, vous savez, vous mesurez la conséquence? Est-ce que le problème, c'est que les animateurs de la CENI actuelle se comportent pratiquement de la même façon que les anciens animateurs de la centrale électorale? Parce que cette question, par exemple, des animateurs de la CENI, bon, on n'aurait pas dû, par exemple, débaucher des délégués de l'opposition qui n'engagent pas leur formation politique sur la désignation, même sur la loi électorale. Il y a quand même une majorité qui s'est imposée. Voilà, par exemple, dernièrement pour l'audit du fichier électoral. Mais en dehors de l'OIF, on pouvait chercher peut-être d'autres organisations crédibles. Mais on a fait pratiquement là un audit du fichier électoral par des proches de Denis Kadima, le président de la CENI. C'est ce qui pose problème. Non, n'ayons pas le langage politique pour dire les proches de Denis Kadima. Je ne pense pas que c'est les proches de Denis Kadima. La CENI n'est pas composée par Denis Kadima. Il y a d'autres membres du bureau qui composent le bureau de la CENI, et les membres, la plénière, ainsi de suite, composent finalement les membres qui font le travail à la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima ne décide pas seul, bien qu'il soit président. Ce sont des langages de l'opposition. Est-ce que vous êtes allé à la CENI et on vous a dit que ceux qui étaient venus pour le dit fichier électoral sont les amis de Denis Kadima? Non. Comment on pouvait accepter l'Organisation internationale de la francophonie venir auditer le fichier électoral à partir du moment où nous savons que la secrétaire générale de cette organisation est une Rwandaise? On pouvait aussi imaginer, on pouvait aussi bien réfléchir.
que c'est un danger. Lorsque nous savons mais à que... l'époque de Kabila, par exemple, le Rwanda était toujours un État hostile au Congo. Est-ce que c'était bien? Et l'OIF Et la conséquence, nous a payons. toujours fait ce travail-là. Et aujourd'hui, les Jeux Olympiques que nous organisons, ils émanent de l'OIF qui est dirigé par la même Rwandaise. Le jeu, c'est le jeu. On ne peut pas faire le jeu à la CENI. N'est-ce pas? On ne peut pas faire le jeu à la CENI. Là, c'est la vie d'une nation. Ça, c'est le secret de l'État qui est là-bas. On ne peut pas l'exposer à l'ennemi. Je crois que mon point de vue réfléchit de cette manière, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va arriver? Bientôt, là, on a aussi annoncé, par exemple, le début de l'enrôlement pour les territoires qui posaient problème de Kwamouth, par exemple, et d'autres entités. Bon, on a déjà voté la loi sur la répartition des sièges. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je remarque qu'il y a une fenêtre, on a laissé une fenêtre quant à ces territoires qui n'avaient pas connu l'opération de l'enrôlement. Bon, en dehors de la CENI et du manque de confiance, il y a aussi les relations difficiles entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. On sent quand même qu'il y a de l'électricité dans l'air, avec des arrestations qualifiées par certains d'arbitraires. Dernièrement, c'est Franck Diongo. Est-ce qu'on peut aller vraiment dans ces élections-là, dans ces climats-là? La difficulté que vous et moi... spécialiste des questions politiques. La difficulté que vous et moi, nous avons, c'est que nous sommes journalistes. On table sur les faits. Et lorsqu'on arrête les uns et les autres, sinon, pas les uns et les autres, on arrête quelques personnes. Mais nous ne pouvons pas dire ici et parler de l'arbitraire. Parce que nous n'avons pas encore vérifié. Je ne pense pas qu'on puisse arrêter des gens comme ça sans raison. Pas une personnalité comme Franck Diongo dans ce gouvernement, dans ce régime. Vous imaginez aujourd'hui... Quelqu'un qui a sa résidence, excusez, on ne peut pas les ramasser dans la rue. Je ne pense pas qu'on peut arrêter Franck Diongo dans le régime de Félix Tshisekedi sans raison. La question que nous devons nous poser, c'est il a été arrêté pourquoi? Personne n'est Et le pourquoi, c'est aux instances qui ont mis la main sur Franck Diongo. On peut avoir une réponse. Et je veux vous dire ici que le service est-ce que la manière n'est pas questionnable aussi, Pascal Orondier? Voilà, là, vous êtes journaliste, vous êtes en même temps aussi, je crois, défenseur des droits de l'homme en tant que journaliste. Vous prenez aussi la bonne gouvernance, et c'est la manière aussi n'est pas questionnable. Ça ne ressemble pas aux manières des régimes militaires. Vous abordez autre aspect. Je pensais qu'on allait parler de la raison de l'arrestation. Alors maintenant, comme vous parlez de la manière de l'arrestation, la manière de l'arrestation à ce moment-là, moi, j'entends les gens dire, sinon ceux des services ont donné cette communication, qu'on lui avait envoyé autant de fois l'invitation et ne venait pas répondre. Maintenant, c'est à ceux qui ont travaillé et dans les services et dans les juridictions, comment ça se fait lorsqu'on invite quelqu'un à pouvoir l'entendre et qui ne sait pas répondre. La justice généralement prend quelle posture? Si on a une réponse contraire, à ce moment-là, nous allons condamner. Mais je pense que ça a toujours été ainsi. Lorsqu'on vous envoie l'invitation pour la première fois, pour la deuxième fois, la troisième fois, parfois c'est pas la force qu'on veut. Mais quand vous parlez de justice, c'est Pascal, et ça s'entend parquet. Mais à ce que je sache, Franck Diongo n'est pas au parquet. Non, je ne dis pas qu'il est au parquet. Je parlais de services en même temps. C'est le même mode d'opération. Il semblerait que, moi je conditionne parce que, comme je le dis, je suis journaliste, je mets des gants lorsque je ne pas tous les contours de la situation. Il semblerait qu'on l'aurait envoyé, sinon on lui avait envoyé la première invitation, la deuxième invitation pour l'entendre, il n'est pas venu. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce stade. Voyez-vous? Mais pourquoi il est arrêté? Personne ne sait le dire. Et voilà pourquoi, à un certain moment, nous devons nous réserver, nous ne pouvons pas parler d'une arrestation arbitraire. L'arbitraire, c'est dans le contenu de l'infraction lui reprochée. Est-ce que nous avons le contenu pour qu'on avance des arguments comme quoi c'est de l'arbitraire? On n'a pas ça. Et c'est comme ça que je vous dis, dans ce régime de Félix Tshisekedi, quelqu'un comme Franck Diongo être arrêté de cette manière, déduisons qu'il y a quelque chose. Sans quoi, on ne peut même pas l'inquiéter. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait sortir de la prison, vous connaissez bien. La même personne ne peut pas, en tout cas, poser un tel acte s'il n'y a rien.
Donc, je ne veux pas trop parler de cet aspect parce que je ne connais pas le contenu, mais au moins, à ce qui concerne les élections, je concède que chaque parti politique, que chaque homme politique à ce jour ait une position seulement parce qu'il voudrait se certifier, se rassurer sur la prochaine étape. Ça veut dire lorsque nous irons au vote, est-ce qu'il sera élu? Il veut se rassurer. De ce point de vue, on ne peut pas aussi les en vouloir parce que ça a toujours été ainsi à travers le monde. Mais le cas par exemple de Martin Fayulu, c'est là où je veux vous parler du phénomène du leadership politique. Il doit tirer beaucoup d'attention, sinon il risque d'être écarté. Vous voulez revenir sur sa déclaration? Oui, sa déclaration, effectivement. Oui, il dit qu'il ne va pas déposer de candidature. Sa déclaration, effectivement. Vous allez voir en 2006 plutôt. 2005 déjà, Étienne Tshisekedi refuse d'aller aux élections. On arrive en 2006, on organise des élections, il est absent. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui surgit, qui sort, qui prend la tête du leadership. Qui comble les vides laissés par les sphinx délimité. Et lui, Tshisekedi écarté. On arrive en 2011. D'ailleurs, avant d'arriver en 2011, Jean-Pierre Bemba va se retrouver à la Cour pénale internationale. Tshisekedi va accepter cette fois-là aller aux élections. Il participe aux élections. On arrive aux élections de 2018. D'ailleurs, avant 2016, malheureusement, et Jean-Pierre Bemba revient, Katumbi, tout ça sont là. Les élections ne seront pas organisées. Maintenant, c'est 2018. 2018, tous les leaders alignés sont écartés. Jean-Pierre est écarté, Katumbi écarté, même Mozito aussi sa ligne. Je ne compte pas Mozito parce que je ne le vois pas la carrure de pouvoir gagner une élection présidentielle. Ok, allez-y. Et finalement, c'est Félix qui est élu président et Martin devient le leader. Comprenez comment il s'est illuminé. Parce que les deux chefs ne peuvent pas s'asseoir sur la même peau du léopard. 2023 pointe à l'horizon. Et voilà, Martin Fayulu prend déjà cette posture pendant que Moïse Katumbi, qui a été refusé en 2018, revient comme candidat. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il est en train de s'auto-exclure sans le savoir dans le contexte de ce phénomène-là. Par exemple, parce que en 2018, nous savons tous que Katumbi était écarté, Bemba écarté, mais Fayulu a reçu le soutien de Bemba et de Katumbi, par exemple. Non, mais est-ce qu'il y a du mal, par exemple, même à l'interne, au finish, au moment opportun, si par exemple la candidature de Katumbi était retenue et que Fayulu se dise, bon, pour multiplier les chances de l'opposition, ce n'est pas que moi je me retire pour soutenir Katumbi. Ce n'est pas que Jean-Pierre Bemba l'a fait à cœur ouvert. Il était mécontent. Il sortait de la prison avec intention de venir briguer la magistrature suprême. Mais curieusement, il a trouvé un blocage par le camp Kabila. Et c'est comme ça que, n'ayant pas le choix, il a soutenu Martin Fayulu. C'est autant avec Moïse et Katumbi. Parce que le dossier a été écarté, et voilà pourquoi il n'avait pas de choix. Ce n'est pas que parce que, bon, voilà, et maintenant là, nous acceptons, nous retirons pour les soutenir. Ça n'a pas été ainsi. Et ce que Martin Fayulu fait, peut-être qu'il ne le sait pas, moi j'ai donné cette lecture phénoménale. Il faut naviguer dans les temps pour comprendre. Je sais que nombreux ne vont pas comprendre. Mais quand vous réalisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que ça a été ainsi, les gens s'illuminaient. Alors qu'il ne faudrait pas qu'ils tombent dans ce piège du phénomène. Il est temps qu'ils se réveillent, qu'ils comprennent. Au-delà de ce que les gens disent, Pascal, si vous étiez un candidat de l'opposition aussi, parmi la multitude, avec une élection à un seul tour, est-ce qu'il ne serait pas aussi bon qu'on fasse comme à Genval, même si tout le monde n'était pas éliminé, qu'on fasse comme à Genval, qu'on réduise le nombre de candidats, qu'on trouve un candidat commun? Je dois encourager, mais ce n'est pas ce qui est fait. Je dois encourager cette démarche. Si c'était que ils se sont réunis et puis finalement on dit nous n'avons qu'un seul candidat, là c'est autre chose. Ici, le challenger numéro 1 de Félix Tshisekedi en 2018, qui se déclare pratiquement forfait aux élections qui arrivent dans quelques mois. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi problème sur la crédibilité aussi du processus? En 2006, on a vu Etienne Tshisekedi de Wamulumba de mémoire aussi quitter le processus
parce qu'il n'avait pas confiance. Est-ce que quand Faou le fait aujourd'hui, si jamais il est confirmé, est-ce que ça ne va pas aussi arriver à la conclusion que c'est parce que le processus n'est pas crédible qu'il a décidé en tout cas de se retirer? Je pense que c'est par là que nous avons commencé, parce que le souhait de chaque Congolais, c'est avoir les élections être organisées normalement. Si Etienne Tshisekedi, en 2006, il a estimé que les élections manquaient la crédibilité, il avait refusé d'y participer, il s'est assumé. Il n'a pas tué le pays, il n'a pas brûlé le pays. Il a observé les choses, il a regardé les élections être organisées. Il a attendu 2011 pour venir participer. Si c'est cela comme posture prise par une personnalité politique, un quelconque opposant, un quelconque politique, alors il faut observer les choses. Et Tshisekedi avait observé les choses. Mais je pense qu'il s'est rendu compte en 2011 que ça a été une mauvaise politique. Faire la politique de chaise vide, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, si vous refusez, vous ne partez pas, les élections seront organisées, on aura des élus, ils vont nous gérer pendant 5 ans, et vous allez observer la gestion de l'État pendant 5 ans encore. Est-ce que c'est conseillé pour un politique? De mon point de vue, non. C'est pas conseillé. Et qu'est-ce qui garantit aussi que si Faoulou participait, qu'il allait gagner ces élections? Quand on sait vous que savez, c'est celui qui organise en les élections 2018, qui les remporte dans en 2018, vous et moi, notre continent. sur ce plateau, on engageait les débats sur la machine à voter. On refusait la machine à voter. Nous avions fait des démarches contre la machine à voter. Mais on va aux élections, on a réclamé être élu avec la machine à voter. C'est pratiquement la chose. La crédibilité dont vous évoquez. On a connu des cas comme ça dans le passé. Est-ce que vous avez un cycle électoral organisé ici où vous n'aviez pas vu des contestations? Le camp organisateur, ça veut dire le camp qui est au pouvoir, l'organisation dans le sens de la sécurisation, parce que en toute réalité, c'est la CENI qui organise les élections, a toujours été mal vu par les autres, comme quoi était au centre de la fraude. C'est à tort ou à raison? À tort et à raison en même temps. À raison parce que cette peur-là, il faut permettre à qui veut compétir d'en avoir, c'est normal, parce qu'on doit se rassurer. À tort parce que, en fin de compte, le cas, comme je l'ai évoqué ici, de machine à voter, j'ai vu, c'est l'opposition qui a gagné les élections. Ce n'est pas l'ancienne majorité, c'est l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle, exactement. Voilà pourquoi à un certain moment, il faut, c'est là où j'appuie le point de vue de Cholet, parler plutôt du consensus, échange à l'interne, pour que la confiance naisse entre les uns et les autres. De cette confiance, nous amènera l'apaisement lors de la publication des résultats. Mais lorsqu'on n'a pas consensus qui nous permettrait maintenant de s'accepter les uns les autres, et là, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que nous manquons cette confiance-là entre nous, les acteurs politiques, que nous allons déporter ce manque de confiance au travers de la Commission électorale nationale indépendante. À ce stade, par exemple, parce que vous avez évoqué pas longtemps ici de la loi de répartition des sièges, déjà votée. Nous avons déjà fait l'opération de l'enrôlement. La date de dépôt des candidatures, c'est déjà demain le 26. Vous voulez qu'on fasse encore quoi cette fois-là? Si ce n'est pas de s'organiser, d'abord aller déposer les candidatures et attendre maintenant les élections. Moi je pense que la bonne procédure serait d'abord d'aller déposer les candidatures. Vous déposez les candidatures. S'il y aura de réclamations, de revendications, vous allez les faire après avoir déposé les candidatures. Que de prendre une posture de refus pendant que les autres déposent les candidatures et vous serez, après, je ne sais pas le délai qu'on va accorder, surpris que la date est passée, les autres ont déposé les candidatures. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous suivez l'école du changement. Nous sommes avec Pascal Ouonje, qui est journaliste professionnel. Il est responsable du magazine d'information Pro Info. Pascal Ouonje est également spécialiste des questions politiques. Avec lui, nous sommes en train d'analyser, de commenter la marche du processus électoral en RD Congo, qui est arrivé pratiquement à son 4e cycle électoral. Est-ce que ces élections vont-elles ressembler à celles que nous avons déjà connues, ou elles vont être différentes? Voilà un peu la problématique autour de laquelle nous sommes en train d'échanger avec Pascal Ouonje. Pascal Ouonje,
Un autre fait qui vient en tout cas d'intervenir dans les processus électorales, 910 partis politiques enregistrés Le record. au ministère de l'Intérieur, et la liste a été déposée au niveau de la CENI. Je ne sais pas, ça peut être quel commentaire de votre part. Est-ce que nous ne sommes pas l'unique pays au monde qui a ce nombre de partis politiques? Est-ce que ça peut vouloir dire quoi? Ça Cette donne pas, inflation des franchement, partis ça ne politiques. donne pas une bonne image. Au moins, si nous étions un pays exceptionnellement démocratique, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas exceptionnellement démocratiques. 910 partis politiques. Et visiblement, on comprend que les partis naissent non pas pour la cause nationale d'intérêt commun, mais c'est plutôt pour les positionnements personnels. C'est comme les églises, malheureusement. Alors, je ne peux pas comprendre que si réellement la raison est de créer un parti politique, conquérir le pouvoir de manière à le gérer pour l'intérêt de tout le monde, on ne peut pas avoir autant de partis politiques dans un pays sérieux. Ça dénote simplement que nous ne sommes pas sérieux. Et nous faisons tout en excès. La démocratie, nous l'appliquons en excès. J'ai parlé pas longtemps, ici, il y avait deux concepts que j'avais évoqués lorsque je parlais de la démocratie. Je parlais de la liberté d'expression et le libertinage d'expression. Parce que nous copions tout et nous pensons que faire le libertinage d'expression, c'est la liberté d'expression. Ça, c'est l'excès des Et multipartisme. lorsqu'en faisant le libertinage d'expression, on met la main sur vous et vous dites non, on ne peut pas mettre la main sur moi parce que la Constitution consacre la liberté d'expression. Est-ce que vous aviez fait la liberté d'expression ou le libertinage d'expression? Pour dégager la nuance, c'est très complexe, c'est difficile. Et simplement parce que nous nous copions aveuglément. Il y a la notion, par exemple, de l'homosexualité. C'est une pratique occidentale. Et nous allons la copier ici aveuglément. Il y a certains pays africains qui ont commencé à accepter ça, aveuglément. Et alors que même lorsque nous parlons de la démocratie, il faut tenir compte de nos valeurs internes. Nous avons nos habitudes, nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes. Il faut l'adapter avec ça. Et voilà pourquoi. Le problème, c'est surtout à quel niveau? C'est au niveau de la loi portant organisation, fonctionnement des partis politiques, au niveau du ministère de l'Intérieur qui n'a pas bien filtré tous ces partis politiques-là. Parce que est-ce que l'on peut vraiment considérer que tous ces partis politiques sont installés dans toutes les provinces de la RDC, ils ont des responsables partout, tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complaisance qui permet à ce qu'on arrive à ces nombres records de partis politiques au Congo? Il est permis à tout le monde d'abord de créer un parti politique. C'est la première faiblesse de la loi. Tout le monde peut créer un parti politique. Et je pense que c'est dans cette logique qu'on est revenu aujourd'hui, vous voyez, un parti politique. Et c'est dans cette logique d'ailleurs qu'on a voulu insérer l'aspect SEI dans la loi électorale pour décourager les partis politiques qui ne représentent rien. Ils sont obligés de s'agglutiner pour créer des regroupements. En réalité, c'est les regroupements qui peuvent être considérés dans le contexte actuel comme des partis politiques. Question de compter, nous avons combien de regroupements, et substantiellement on peut dire nous avons autant de partis politiques. Parce que le nombre de 910 ici, quand vous prenez parti politique par parti politique, vous trouverez un parti politique qui, son géniteur, le président, lui-même il est célibataire, il n'a pas d'enfant, hélas, et tout c'est dans ce qu'il tient entre ses mains. Mais le fait seulement que il a les documents. Et partout, lorsqu'il va ailleurs, il va se prévaloir qu'il a un parti politique pour qu'on les considère comme tel. Et on peut l'intégrer avec considération comme président d'un parti politique. Et lorsqu'on fait le partage, qui se retrouve, qui s'impose parce qu'il a un parti politique. C'est cela la stratégie. Mais en toute réalité, ce sont des partis politiques qui ne pouvaient pas exister. Pascal Onge, en tant qu'analyste, en tant que spécialiste des questions politiques, quel est l'antidote en tout cas à cette inflation, à cette prolifération des partis politiques? L'antidote, c'est revoir la loi. Et comme nous avons une expérience, je crois que cette fois-ci ce sera la deuxième expérience sur l'OSEI et les regroupements, alors réfléchir plus
comment on peut transformer ces regroupements en partis politiques, et tout en revoyant la loi, bien entendu, et cesser de permettre que les gens créent des partis politiques. Ou par exemple dire que les partis qui prendra part au prochain cycle électoral, c'est celui qui aura récolté par exemple autant de pourcentages lors du cycle passé par exemple. Non, mais ils participent toujours. Là, ils vont participer parce qu'ils feront partie des regroupements. Ils seront des électrons dans le système. Et là, ils auront un argument, ils vont dire, le système ne devrait pas fonctionner si nous, les sous-systèmes, n'avions pas fonctionné. Là, c'est la méthode structurelle-fonctionnaliste. Si moi, parti politique de ce regroupement, si je n'y étais pas, vous n'alliez pas bénéficier les voix. Donc, les voix que vous avez, c'est aussi le peu qu'on a voté pour moi. Alors, moi, je pense que là, c'est leur donner encore la force. La meilleure des choses serait revoir la loi électorale à travers de l'expérience que nous avons aujourd'hui sur l'OCEI, où nous allons aux élections avec des regroupements. Et faire que ces regroupements-là se transforment en partis politiques et on érige les choses de cette manière-là. Il nous reste pas en tout cas beaucoup de temps. Nous allons prendre un tout dernier aspect, très rapidement, du processus électoral, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Comme au cycle dernier, nous allons sûrement assister à des élections marquées par l'insécurité, ou peut-être dans certaines entités, il y a des gens qui ne vont pas avoir droit au vote, où nous risquons par exemple d'assister à ce que des membres des groupes armés s'en prennent à des candidats ou imposent certains candidats. Qu'est-ce que nous devons faire passer? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a 5 ans ou il y a 4 ans, le niveau d'insécurité n'était pas celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le niveau a sensiblement augmenté. Est-ce que ça ne pose pas problème pour ce cycle électoral? Ça, c'est tout un secteur de la préoccupation quant à l'organisation des élections. La sécurité entre en compte dans l'organisation des élections. Je pense que la police, aujourd'hui, je ne sais pas si le travail a déjà commencé, sera renforcé, sera sensibilisé quant à la sécurisation des élections. Et pas seulement la police, aussi les services, enfin, et les services de sécurité, et aussi l'armée. Le cas, par exemple, des provinces de l'Est. Ils seront obligés de sécuriser les élections. Ça, c'est fondamental. Mais je pense que le travail est en train d'être fait. Parce que lorsqu'on parle de la fraude électorale, j'en romance. Sinon, je vais parler des bourrages des urnes. Dans la capitale, il y a une autre réalité. Mais à l'intérieur, la réalité est telle que c'est la police qui favorise beaucoup de choses. C'est les services de sécurité qui favorisent beaucoup de choses. Si on n'aura pas fait correctement le travail à ce niveau-là, les sensibiliser, les rééduquer, pour qu'ils comprennent qu'ils ont la mission de correctement surveiller les élections, sécuriser les élections, à permettre que les voix voulues par la population pour telle autre personne soient sécurisées jusqu'à la publication des résultats. Si on ne le fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est une question qui est prise en compte par non seulement le gouvernement, mais aussi la CENI, parce que la CENI envoie ses agents à l'intérieur. Ils ont besoin de la sécurité en même temps. Elle ne va pas vouloir les exposer. Et pour cela, elle va insister auprès du gouvernement pour que les éléments, sinon les unités censées sécuriser les personnes et leurs biens, fassent le travail dans la sécurisation des élections, non seulement de matériel sensible, mais aussi des humains, parce que c'est nous, la CENI, qui envoyons... Dernière préoccupation, il ne faille pas aussi, par exemple, mettre aussi ces agents de l'ordre qui sont chargés de nous sécuriser, qui sont chargés de sécuriser le processus électoral quand même dans de bonnes conditions. Parce qu'ils souffrent aussi, c'est souvent à cause de cette souffrance-là, de cette misère-là, qui sont manipulés financièrement par ceux qui sont nantis. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Socialement, l'insécurité, est-ce qu'un policier peut facilement assurer la sécurité? J'ai toujours plaidé pour la bonne prise en charge de la police nationale congolaise. Elle faut même de l'armée. L'armée, oui, mais ici, parce qu'on parle des élections, en tout cas, ça a toujours été ma préoccupation, parce qu'en toute réalité, s'ils ne sont pas correctement sécurisés, c'est nous qui sommes insécurisés.
Parce qu'ils sont censés nous sécuriser. Et prenons le cas, par exemple, de la police de circulation routière. Ça a été ma plaidoirie. Comment quelqu'un, un parent, qui a des enfants, qui a des responsables, qui a des responsabilités plutôt, vous l'envoyez, il se met là sous le soleil toute la journée. Et le soir, il doit quitter, son endroit de travail jusque chez lui à la maison, et il rentre, les enfants les regardent. Abattu, fatigué parce qu'il a été sous le soleil toute la journée. Le matin, il doit reprendre le même exercice. Mais à la fin du mois, nous les payons $100, $150. Ce n'est pas sérieux. Et en même temps, nous voulons qu'on combatte la tracasserie. Mais c'est une contradiction. Pour combattre la tracasserie, la meilleure des choses, c'est les mettre d'abord dans des conditions les meilleures. Comment? Ne fût-ce que le transport journalier. Ne fût-ce que quelque chose à boire lorsqu'il a faim, s'il a soif. Une collation. Une petite collation. C'est de cette manière qu'il va prendre conscience. L'État me prend correctement en charge. Moi, je ne peux pas tracasser les autres. Nous les exposons à un mauvais comportement. Et voilà pourquoi, même pour les élections, vous avez évoqué une question sensible importante. Il faudrait que ce soit le gouvernement, que ce soit la CENI, on puisse insister sur la prise en charge des agents de sécurité qui seront commis surtout pour la sécurisation des élections. Merci beaucoup Pascal Ronge. Je note que vous avez de la matière sur cette question. Nous pourrons prendre rendez-vous prochainement pour que nous puissions quand même analyser la gouvernance étatique en termes de prise en charge de ceux qui se sacrifient pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, très bien, mais j'aimerais compléter très rapidement parce que 60 secondes comme mot de conclusion. Ça allait être question d'échange aussi. J'ai suivi Matata Mponyo aussi, c'est dire, on m'en veut parce que je suis candidat président de la République. Non, mais je veux dire à Matata qu'il n'est pas candidat président de la République. On est candidat à partir du moment où on a déposé son dossier à la Commission électorale nationale indépendante, dossier étudié et confirmé par la Cour constitutionnelle. À partir du moment où vous n'avez pas encore déposé votre candidature, la date n'est même pas convoquée, vous n'êtes pas candidat, M. Matata. Il ne faut pas trouver un prétexte sur ce que vous devriez présenter à l'opinion, sur ce qui s'est fait, sur la question Bukanga Lonzo, et trouver un prétexte aujourd'hui qu'on vous en veut parce que vous êtes candidat président de la République et pourtant vous n'avez même pas déposé la candidature. Ok, merci. C'est faux. Pascal Ronge, en tout cas, d'être passé sur ce plateau de l'École du Changement. Nous allons nous retrouver sûrement prochainement pour d'autres thématiques. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les téléspectateurs et aux téléspectatrices des canaux Congo Télévision. Bon dimanche à vous. Et prenons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Bye et à la prochaine. Merci.